Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Jamais trop d'art, parce qu'il n'est jamais trop tard pour parler d'art. Nous allons parler aujourd'hui photo. Photo avec une artiste qui est guidée par son troisième œil. Un troisième œil qui capture les détails, les couleurs, les textures, les matières de façon exceptionnelle pour traduire le mouvement et les expressions qui donnent tout le sens à l'image et place l'humain au cœur, au centre de son travail, au cœur des identités. Nous recevons aujourd'hui Betty Melon. Betty, bonjour. Bonjour Claire. Bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir. Alors Betty, merci de votre présence, mais avant de rentrer dans votre parcours, que vous nous expliquiez le détail de votre art, j'ai envie de confier aux téléspectateurs la minutie avec laquelle vous avez choisi d'ordonner les images qui vont défiler au fur et à mesure de notre échange, et en particulier la première photo que vous avez tenu à mettre pour pouvoir ouvrir cette discussion. Alors pourquoi cette photo et qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Alors déjà, je fais beaucoup de noir et blanc et j'avais envie de poser, avant que de commencer à parler de mon travail, que la couleur existe aussi dans mon univers, qu'elle a une place importante. Donc j'avais envie d'entrer par une photo couleur. Et pourquoi celle-là? Elle fait partie de mes préférées. Et c'est cette photo qui m'a ouverte au graphisme, en fait. C'est-à-dire que la photo, je l'ai faite en la voyant, je sais pas, enfin c'est plus mon inconscient. Et quand je l'ai regardée après avec mes deux yeux normaux, que j'ai vu les diagonales, le jeu de lumière, les contrastes, etc., ben ça m'a nourri. Et puis, ça a aussi marqué pour moi que j'aime quand la photographie ressemble à la peinture et quand la peinture ressemble à la photographie. Oui, on ne sait plus qui est quoi. Parce qu'on dirait un tableau, en fait, on dirait de la peinture. Et... Oui, tout à fait. Et le graphisme, ensuite, a marqué votre parcours? Alors, j'ai commencé par le graphisme objectif, évident, c'est-à-dire l'architecture, les diagonales. Et puis, en fait, j'ai glissé vers l'observation de l'organisation géométrique de la nature. Donc, le graphisme de la nature. Mm-hmm. Donc, les jeux d'ombre, mais les formes des feuilles, des fleurs. Et de plus en plus, j'ai été attirée. Donc, mon travail va vraiment beaucoup vers ça depuis peu, vers ce qui ressemble à quoi. Par exemple, je ne parle pas d'une photo que j'ai faite, hein, mais par exemple, les bulles de savon, la forme des bulles de savon peuvent être exactement de la même forme que le dessin sur la carapace d'une tortue. Mm-hmm. Et en fait, toutes les formes dans la nature sont déclinées à l'infini, et je trouve ça passionnant. Donc voilà. Alors, on parle photo, mais en fait, au départ, rien dans votre parcours vous prédisposait à faire de la photo. En tout cas, la photo, ce n'était pas l'axe majeur de votre formation. Vous avez fait des études de lettres, une maîtrise d'anglais, vous avez été traductrice. Et puis, quand même, vous avez baigné toute petite dans ce milieu artistique, en observation. Votre père, qui était poète, musicien et professeur d'université, votre grand-père écrivain public. Qu'est-ce qui vous a amené à la photo et qu'est-ce qui a été le déclencheur? Alors, juste une chose qui me vient spontanément maintenant, c'est-à-dire que je ne m'étais même pas formulé ça avant, c'est que mon père faisait de la photographie, en fait. Il s'est essayé à un moment à la photographie et j'ai retrouvé des clichés qu'il avait fait, des petites photos en noir et blanc, des vignettes très très jolies. Donc je pense que quelque part, déjà très loin, ça m'avait nourri, inspiré. Ensuite, je ne m'attendais pas à venir à la photographie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une des rares fois où je n'ai pas eu d'intention intellectuelle avant que d'y aller. En fait, je me suis mise à voir le monde en photo. C'est ça. Et je me suis mise à regarder tout comme ça, là, un peu comme une psychopathe, à observer les gens et les choses au travers d'un objectif imaginaire. C'est ça, vous aviez cette pratique très particulière qui vous caractérisait, c'est que vous cadrez en fait vos interlocuteurs avec vos doigts, c'est ça? Oui, c'est ça, mais c'est venu spontanément à un moment, comme ça. Ah oui. Donc je pouvais parler à quelqu'un et être en train de faire ça.
ça comme ça, ce qui est relativement étrange. Et Effectivement. puis, je me suis mise à faire ça aussi avec des choses, avec des objets. En fait, j'ai commencé à cadrer. Et c'est là où vous vous êtes dit, il faut que j'ai mon appareil photo. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, j'ai fait ça pendant 2 ans. Alors, des amis riaient, se moquaient de moi, parce que c'est quand même un peu étrange Oui. comme comportement. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais ça fait combien de temps que je fais ça, là? Et j'ai calculé, je crois que j'ai fait ça pendant 2 ans, avant de me décider à passer à l'acte. Ouais. Et alors, on vous a offert un appareil photo et ça a été le déclic. Non, alors je me suis offert Sans un jeu de mots. appareil photo parce qu'un propos désobligeant sur les Noirs m'avait heurté. Et pour me réparer, j'ai acheté un appareil photo et je suis partie en vacances en Guinée pour photographier la beauté des Noirs. Et donc j'ai fait du portrait tout de suite. Oui. Et en fait, après, ça m'a amené à d'autres choses. En fait, ça m'a ouvert à l'humain en général, et puis de l'humain à la création, hein, tout entière, en fait, qui vous a passionne, habité. voilà. Alors, votre source d'inspiration, si vous deviez en citer Alors, une. je vais prendre celle qui correspond aux images qu'ils ont projetées pour l'instant. Donc, j'en ai plusieurs de sources d'inspiration et plusieurs thèmes qui se dessinent pratiquement tout seuls, en fait. Je crois que c'est la cohérence interne qui dicte les thèmes et pas l'inverse. C'est-à-dire que, à l'exception d'une fois, je ne me suis pas dit qu'est-ce que je pourrais faire comme thème et qu'est-ce que je ferais comme photo. Ça vient tout seul. Je me rends compte qu'il y a des choses répétitives. Comme, alors il n'y en a pas là aujourd'hui dans ce que j'ai choisi, mais j'ai une obsession des verres à moitié pleins. D'accord. Des verres avec des liquides ambrés dedans. Donc je fais beaucoup de photos depuis des années de verres ambrés, par exemple. Et quelqu'un, je ne sais pas, soit un psy, soit un critique d'art, expliquerait à quoi ça correspond. Et ce sont des thématiques que vous poursuivez tout au long de votre parcours? Oui, oui, oui. Alors là, les photos qui passent en fond, en fait, la thématique, c'est une sorte d'allégorie de l'esclavage. Donc cette photo-là, par exemple, elle correspond à... c'est l'inverse des photos de blancs qui se griment en noir de façon moqueuse et raciste. Il y a aussi une allusion à Peau noire et masque blanc de Fanon. Et il y a des photos que je fais parce que je les fais, et je me rends compte qu'elles se relient à d'autres. Donc les histoires se créent soit spontanément, de manière immédiate et consciente, soit après. C'est ça. Et vous avez choisi le noir et blanc pour l'expression? J'aime beaucoup le noir et blanc. Et spontanément, alors les portraits, j'ai tendance à les faire en noir et blanc, et peut-être que ça parle pour une certaine nostalgie, un amour en temps longtemps. Par exemple, là, ce vieux monsieur qui est le grand-père d'un ami, pour moi, il représente la Martinique d'autrefois, et j'ai la nostalgie de cette Martinique. En fait, sur le plan poétique, elle m'habite, elle m'inspire, elle me nourrit, et j'ai envie de la consigner avant qu'elle ne disparaisse. Voilà. Alors, vous avez choisi de nous apporter un triptyque aussi sur le plateau? Oui. Qui est aussi dans la thématique dont je viens de parler, une sorte de... Ces photos-là, donc autant celles qui viennent de passer que celles-ci, elles sont pour moi une sorte de rébus identitaire. Donc elles font allusion à l'esclavage, au raptus, et parlent de nous, de notre histoire, de notre identité. Et puis, dans mon travail photographique, en fait, je suis très, très attirée et très marquée par notre africanité. C'est de mon point de vue, c'est-à-dire c'est même pas, c'est pas un positionnement, c'est ce qui me vient spontanément, ce qui m'est venu au fil de mes voyages en Afrique. En Afrique, oui. Comme je suis allée en Afrique pendant 22 ans, dans le cadre de mon métier précédent. Donc j'étais sur le réseau africain d'Air France, j'étais hôtesse de l'air. Et découvrir le continent africain et les personnes, ce qu'on appelle aussi l'art africain, c'est une grande, grande révélation.
Une inspiration, après, pour votre travail de photographe? C'est ce qui m'a donné envie de faire de la photo. En fait, là, par exemple, c'est une petite fille togolaise. Et ce que j'aime beaucoup, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on se ressemble tellement. En fait, on est tellement africains que, en tout cas, dans les photographies que je fais, quand je joue à les soumettre au regard aux regardeurs, je leur demande alors c'est Martinique ou Afrique. Et en fait, des deux côtés, autant les Africains que les Caribéens se trompent, mélangent. Oui. Et ça me plaît beaucoup. Je trouve ça très intéressant. Oui, ce travail sur la profondeur de l'identité, en fait, et la multiplicité des identités. Voilà, avec nos ressemblances et nos différences. Alors, dans ce travail en noir et blanc, vous avez aussi travaillé les nus. Oui. Qui sont aussi exceptionnels. On va en voir quelques-uns où on voit vraiment le détail en l'occurrence là, c'est de l'eau. C'est l'eau de la rivière, je crois. Oui, c'est la rivière, c'est ça. Cette série, pour vous? Alors, cette photo-là, elle a marqué le début, en fait, d'une série, mais je ne savais pas au moment où je l'ai prise. Et c'est une photo spontanée, c'est-à-dire que c'est pas une photo posée, en fait. J'étais avec une amie à la rivière et on est entré dans le jeu des photos. Et en fait, j'ai un rapport à l'eau. Bon, déjà, j'ai nagé pendant des années, même si c'est pas ma spécialité, la natation, mais j'ai beaucoup, beaucoup nagé pendant des années à la mer, à la piscine, voilà. Et l'eau, symboliquement, c'est le monde des émotions, le monde de l'imaginaire. Donc, voilà, c'est venu. On voit vraiment le détail, le grain, les gouttes d'eau sur le corps de cette femme magnifique. Vous avez aussi fait une série de corps enlacés où la sensualité vraiment émane de la photo. En fait, je suis fascinée par le corps humain sur une espèce, d'un pôle à un autre, c'est-à-dire le point de départ, c'est la rondeur, la sensualité, la vie, la peau, jusqu'au corps vieillissant ou souffrant, jusqu'au corps qui se désagrège, jusqu'au corps soumis aux aléas de la vie. Et donc, j'ai l'intention de présenter un travail avec ce glissement, en fait, du corps magnifique, splendide, plein, rond, sensuel, invitant, au corps éthéré. Je vois le corps un peu comme notre enveloppe de mammifère, jusqu'au corps qui est le temple de l'âme. Oui. Voilà. C'est une continuité de la vie. Voilà. C'est ce que vous voulez exprimer? Je pense. Alors, on parle du noir et blanc, mais la couleur aussi est présente dans votre univers, et notamment la série que vous avez fait avec les animaux. Oui. Où là aussi, vous capturez de façon incroyable les détails, comme cette photo qu'on voit de cette femme qui nettoie un poisson, c'est ça? Oui, c'est ça qui le nettoie, qui le prépare. C'est une photo que j'ai faite au Sénégal. Au départ, les toutes premières photos que j'ai faites de mains qui en train de dépecer du poisson, c'était en Guadeloupe. Et les toutes premières photos que j'ai faites, j'ai eu une fascination pour ça, c'est-à-dire que j'étais dans un milieu avec des pêcheurs, beaucoup, qui ramenaient le fruit de leur pêche. Et moi, j'étais là dans les parages, entre guillemets, je traînais avec mon appareil photo. Et j'ai été vraiment aimantée par ces scènes-là. Et dans un premier temps, en fait, j'avais un regard de gourmandise sur ces photos. C'est-à-dire que je regardais la chair des poissons en me disant miam, 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 ça va être moelleux, ça va être bon, ça va être comme ceci, cela. Et puis, j'ai fait des photos aussi de poissons sur les étals. Oui. Et quand j'ai regardé après coup, quand j'ai vu les expressions des poissons sur les photos, je suis restée saisie parce que les poissons avaient des expressions tantôt indignées, tantôt résignées, tantôt apeurées, etc. Donc ça m'a fait
prendre conscience de la conscience dans les poissons. Et ma façon de regarder a changé, a été modulée au fur et à mesure. Et en fait, je pense que c'est devenu un témoignage sur notre rapport au vivant. Parce que vous parlez des poissons, mais vous l'avez fait sur de nombreux animaux, d'autres animaux. J'ai d'autres animaux, un cochon, des poulets, une pintade. Et les photos sont... alors sur des oursins, c'est celles qui sont peut-être les plus faciles, entre guillemets, à regarder, parce que les autres photos d'animaux, c'est moi qui les ai prises. Quand je les regarde, elles me tordent les entrailles. C'est ça. Elles sont assez impressionnantes et on se dit, mais comment vous avez fait pour capturer juste ce moment avec tous les détails qui ramènent ce que vous disiez tout à l'heure entre la peinture et la photo. Je me souviens, je ne sais pas si on l'a sur cette série, mais la photo avec le couteau et le sang, c'était vraiment... Je ne l'ai pas sélectionnée là. Parce qu'elle elle est dure, cette photo. Et en fait, vraiment, il y a cette façon en fait, de prendre la photo. Vous m'expliquiez que c'était un peu votre troisième œil, ce que je disais en introduction, qui vous guide quelque part, qui est au-dessus des émotions. Oui, qui est au-dessus des émotions. C'est-à-dire que je suis guidée vers des choses en tant qu'observatrice, dans une sorte d'hyper-conscience, et justement sans jugement et sans discours intellectuel derrière, en arrière de ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire je suis un peu comme guidée, en fait, ou aimantée vers des scènes. Et je découvre moi-même qu'au fur et à mesure, il y a des répétitions, des thèmes, des obsessions. Et c'est intéressant après pour moi de mettre des mots sur mon propre travail, parce que d'abord, c'est une expression inconsciente, en fait. Et ces photos d'animaux, c'est après coup que je me suis rendu compte que mon regard avait changé, était passé d'un regard gourmand à un regard conscient, et d'un regard conscient à un regard concerné, c'est-à-dire que je mange encore un peu de viande, mais en considérant que je suis moi-même dans une sorte de schizophrénie, parce que je suis de plus en plus sensible au fait que nous, les humains, enlevons la vie à d'autres êtres vivants pour nous nourrir. Voilà. Alors, vous avez photographié aussi la nature, qui est aussi une de vos thématiques, pour vous exprimer en couleurs. Et là, vous avez choisi de nous présenter le Zamana. Oui, alors, excusez-moi, je regarde, parce que, en fait, je ne sais pas. Normalement, elle est plus nette que ça, cette image. Je ne sais pas. Je suis très attirée par la nature et je ne fais pas de photos de paysages, en tout cas pas pour l'instant. Peut-être tout simplement parce que je ne travaille pas avec un grand angle, en fait, un angle large pour embrasser des scènes larges. Les amanas, en fait, là, ce sont des amanas, des arbres. Oui. Je suis restée saisie devant ces arbres. Et il s'est passé quelque chose de très, très fort en moi. Donc, j'ai commencé une série sur les amanas. Là, j'ai choisi, à contrario, d'en montrer en couleur, alors que je les photographie principalement en noir et blanc. Ah oui. Alors, c'était pour ne pas m'enfermer dans le noir et blanc, et que pendant cette émission, je puisse proposer quand même un panel avec différentes approches. Donc, les amanas me sont tombés dessus. Donc, j'ai commencé à les photographier, à les regarder. Alors, avant de les photographier, à tourner la tête dans tous les sens, c'était pas avec le doigt comme ça, mais avec la tête, à tourner, à virer. Enfin, vraiment, je les trouve magnifiques. Et puis, les photos sont venues comme vraiment une pulsion forte. J'en ai photographié plusieurs, et puis j'ai commencé à les voir vraiment comme des arbres généalogiques. C'est-à-dire, je voyais... je m'imaginais l'arbre de ma famille, l'arbre généalogique. Et alors, c'est quand même presque vrai, puisque en fait, le mot Zamana a un lien particulier avec votre mère. Eh ben, j'ai découvert après que Zamana est l'anagramme du nom de famille de ma mère, qui s'appelle Amazan. Amazan Zamana. C'est incroyable. J'ai été très, très surprise de ça. Et je crois que c'était ça qui m'agitait en dedans.
et qui faisait que j'y ai vraiment vu notre arbre généalogique. C'est ça. Ouais. Un arbre qui vous parlait particulièrement. Et vous avez exercé votre œil de façon graphique, le graphisme dont vous parliez en début d'émission. C'est ce qui vous intéresse? Mais je le dis a posteriori, en fait, en relisant mon travail. Alors, il est vrai que je lis des choses et des articles, des interventions sur ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Donc, dans plusieurs traditions spirituelles, il y a un intérêt qui est porté sur les formes de la création, en fait, tous les motifs, tous les patterns de la nature. Mm-hmm. Et en fait, quand j'observe le monde, et avec mon appareil, je suis très très frappée par ces formes-là. C'est-à-dire qu'elles me causent presque de la sidération, en tout cas de la fascination, de l'émerveillement, un émerveillement sans fin. La photo, alors la précédente, par exemple, voilà, ressemble à une cellule, ressemble à une planète. On ne sait pas si on ne sait pas trop si c'est la nature ou autre chose, en fait. On ne sait pas si c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand, si c'est végétal ou minéral. Et en fait, c'est tout ça à la fois. Ouais. Et quand j'ai approché donc de cette chose-là, je voyais des astres. En fait, j'avais l'impression de faire un voyage astral. Moi, je suis partie dans la 5e dimension avec la beauté de ce que je voyais devant moi. Et en fait, ce sont des photos d'indigo, d'indigo, de la préparation de la matière de l'indigo pour faire de la teinture sur tissu. D'accord. Vous avez un panel très, très large, en fait, et très varié. Alors, comme je fais de la photographie depuis longtemps, je crois que c'est 2008 ou 2009, il y a en fait plusieurs courants qui se créent et qui sont finalement qui sont cohérents. C'est-à-dire que je découvre ma propre cohérence interne quand j'aurai l'impression de partir dans plein de directions. En fait, après, je me rends compte que tout converge vers le centre comme les rayons d'une roue, et qu'en fait, ça fait partie de ma cohérence interne, esthétique, inconsciente. Et effectivement, il y a plusieurs courants. Et là, il y en a un nouveau qui est apparu comme un très très beau cadeau pour moi. En fait, j'ai commencé une série de photos des mains de ma mère. Ma maman qui est très vieille, qui va pas bien du tout, et qui me saisit les mains. Il y a tout un langage un langage d'amour et toutes ces émotions qu'elle ne sait plus exprimer parce qu'elle a perdu le langage compréhensible. Et bien dans sa façon de tenir mes mains, de prendre mes mains, il y a des choses magnifiques qui se passent. Alors ces photos, je les prends en pleurant avec le nez qui coule, mais je les prends et elles sont puissantes. Vous immortalisez le moment. Oui. Merci beaucoup Betty, cette émission s'achève. Alors avant de nous quitter, j'ai envie de citer une citation de vous dans une interview. Vous parliez de la photo et vous dites « Elle est une baguette magique me donnant de poétiser le monde, de partager la joie éclatante des couleurs, de militer en douceur pour une infime et l'intime, de proposer dans une modeste mesure un autre rapport au monde, une autre échelle de valeurs, des priorités tout autres que celles de nos sociétés guerrières de productivité, de profit, d'exploitation et d'exclusion. Dire avec la lumière et les couleurs combien nous sommes riches, juste voir, sentir, penser, être en relation et aimer. » Oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir lu ce petit extrait que j'aime bien parce qu'il pose mon militantisme en douceur. Très bien. Merci, chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci infiniment. On donnera la parole aussi à Marilyn Psyché-Salpêtrier, qui va parler de votre travail.
Betty Melon, à travers sa photographie, cherche profondément à partager avec le regardeur l'intensité de l'émotion déclenchée par la beauté visible et la beauté invisible de l'autre. Ces thèmes récurrents, les portraits, la nature, les situations de vie, se traduisent par des visages d'humanité, des photos identitaires, la danse des corps, des mains qui dépaissent, des diagonales et des courbes, la graphie des arbres généalogiques, des photos cartographiques. Elle choisit un procédé artistique qui lui permet, par le traitement des images photographiques, de créer un support sur lequel la photo est visible et reconnaissable telle qu'elle les voit. Car son outil premier est son œil. L'appareil photo en est l'extension. Il devient véritablement l'instrument de sa vision. Ainsi, si le procédé technique qu'elle utilise est numérique, ses tirages sortent avec un rendu argentique inconsciemment recherché. L'attrait de son œil pour les matières transparentes et ambrées en fait un outil introspectif puissant. Son œil voit à travers le médium, à travers l'humain. Le sens lui apparaît alors après, ou lui est révélé par l'autre œil, celui du regardeur. L'artiste est passé par la couleur vive, qui traduit sa fascination pour la lumière, au noir et blanc. La poésie du noir et blanc et ses contrastes marqués lui font ressentir des aspects immémoriaux et atemporels du monde. D'ailleurs, il semble se dégager de ces séries deux univers, le noir et blanc pour les humains, la couleur pour la nature et les situations de vie. Cela se traduit par un choix de formes poétiques, de lignes énergiques, de netteté parfaite, de graphisme naturel. Les objets accessoirisés deviennent ainsi un nouveau médium pour accéder à l'infiniment petit ou à l'infiniment grand à travers la dimension oculaire. Betty Melon répond à un élan du cœur lorsqu'elle choisit ses sujets, les personnes. C'est un élan vers les gens dont l'humanité, l'authenticité la frappe. Leur regard a un rôle fondateur. Elle ne se lasse jamais de les regarder, de nous regarder. Son œil est déjà son objectif avant même l'appareil. Au départ, elle photographie déjà les personnes avec ses yeux, intensément, avec fascination. Betty Melon construit un narratif avec des images. Ce sont des récits photographiques. Elle transpose alors par le visuel son ressenti. L'ultra-sensibilité de Betty Melon traverse les personnes dont elle croise le regard. Leur énergie la bouleverse, son œil le traduit. Le parti pris de cadrage semble rendre de l'intensité sémantique. La déchirure historique, les réalités de vie, la blessure de la filiation ou l'entremaillage de l'amour maternel. Les photographies de Betty Melon disent ce qu'elle est, ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Elle dit que ses photos et sa pensée fonctionnent en symbiose. L'on pourrait dire de ces photographies qu'elles sont le résultat du chemin œil, cœur, esprit de l'artiste. Cela se traduit par des atmosphères mouvantes ou des détails révélateurs d'une existence, de généalogie, d'amour universel. Betty Melon, photographe, est une artiste de l'âme. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Jamais trop d'art pour découvrir un nouvel artiste et son univers. À bientôt.